Le fait qu'on est pluriel, on est plein de choses dans notre vie. Mais on va se rendre compte que quand on n'est que trop peu de personnages, c'est là où, par exemple, on devient en burn-out, c'est là où on s'épuise, parce qu'on a besoin de nos différentes facettes pour exister. À d'autres moments, il faudra redonner la voix à ces autres parts de nous-mêmes. Le fait d'avoir une maladie comme ça, on se connecte un petit peu à cette finitude et c'est l'occasion de se dire, mais tiens, en fait, comment va ma vie? Comment est-ce que moi je suis avec moi-même? Nous naissons princesses et nous devenons guerrières. Fermez les yeux. Ça vous parle? Bonjour, je suis Delphine Rémy et je vous accueille sur le podcast Naître princesse, devenir guerrière. Vous entendrez ici des personnes inspirantes, des médecins, des philosophes qui, j'espère, vous feront du bien. Vous entendrez aussi des femmes, comme vous, comme moi, des super princesses et hyper guerrières. Elles gèrent et elles galèrent. Comme vous, comme moi. Elles s'écroulent parfois et elles se relèvent. Géraldine, peut-être que vous la connaissez déjà. J'ai enregistré l'épisode 10 avec elle et nous avons débattu autour de la question « Que fait-on avec des événements qu'on n'a vraiment pas choisis dans sa vie ? Quel sens donner à ces événements ? Est-ce qu'il y a toujours moyen de donner un sens ?» Aujourd'hui, nous allons aborder deux thèmes, les multiples facettes de notre personne et notre finitude. Le premier est basé sur le livre qu'elle a écrit qui s'appelle « Le tour de moi » en 80 pages. Le tour de moi, le tour de soi. Se connaît-on ? Est-ce qu'on a vraiment fait le tour de soi ? Je me souviens avoir lu une citation de Gandhi qui disait « Le plus grand voyageur n'est pas celui qui a fait 10 fois le tour du monde, mais celui qui a fait une seule fois le tour de lui-même. » Géraldine nous expliquera de manière hyper imagée, comme elle fait toujours, ludique et tellement sympa, que nous avons plein de facettes qui cohabitent en nous, plein de visages, plein de petits soi, plein de petits moi, plein de petits personnages. Et il est très important de laisser la place à toutes ces facettes, à toutes ces parts de nous-mêmes pour se sentir bien. Nous avons besoin de toutes ces facettes pour exister. Mentionnons quelques facettes. Vous reconnaîtrez peut-être une facette aventurière, femme d'affaires, romantique, artiste, scientifique, exploratrice, guerrière, maternelle, écolo, rêveuse, poète, gourmande, gâteau et j'en passe. Je suis sûre que vous vous dites que vous avez plein de ces facettes en vous. Le souci quand un événement frappe, comme une maladie, un accident, un deuil, c'est qu'on a tendance à recentrer toutes nos forces sur une ou deux facettes. Souvent parce qu'il n'y a pas le choix, il y a urgence. Dans le cadre d'une maladie, on peut passer en mode guerrière ou infirmière, ou par la force des choses, mettre beaucoup de personnages ou facettes en mode off, ce qui laisse souvent un énorme vide quand on sort de la maladie. J'avoue que je n'avais pas vu ce vide post-cancer de cette façon et je trouve que c'est une chouette manière de l'expliquer. Après la maladie, c'est parfois difficile de redonner voix à toutes ces facettes pré-maladie. Est-ce que mes priorités ont changé ? Est-ce que j'ai envie de développer d'autres facettes ? Donner plus de voix à certaines. Et comme dit G, parfois ça vaut la peine d'être en mode exploratrice et se dire qui est-ce que j'ai envie de remettre à la barre après le passage de cette maladie ? Le deuxième thème que nous aborderons est notre finitude. Un thème difficile. Quelle est notre relation à notre finitude ? Quelle est notre relation à la mort ? La maladie, un trauma, un deuil nous font souvent visiter cette finitude. Alors certes, ça fait peur, mais on peut aussi le voir comme une opportunité de faire un petit topo avec soi-même et se poser des questions importantes. Et finalement, c'est souvent comme ça que ça se passe. Comment sont mes relations avec moi-même, avec les autres, avec le monde qui m'entoure? Comment je me sens si tout devait s'arrêter? Y a-t-il des choses que j'aimerais dire, faire, nommer? Ai-je des regrets? Aimerais-je réparer quelque chose? Il va sans dire que l'idée de notre finitude, la visiter, peut entraîner beaucoup d'anxiété, de peur, d'angoisse, qui peuvent s'installer en toile de fond, qui peuvent être usantes et énergivores. Parfois, on croit que quand on tait les peurs, quand on les met en sourdine, elles vont nous foutre la paix, et on se dit que si on les nomme, si on leur donne la voix, elles vont partir en sucette. Mais en réalité, ça prendra tellement d'énergie de l'éther que c'est usant. N'est-ce pas une occasion pour se dire que la peur peut donner un message, que la peur peut être nommée, que la peur peut être une opportunité pour se connecter à ce qui a du sens pour nous. La peur peut être une énergie, elle peut être le point de départ pour poser une action, pour se mettre en mouvement, pour s'en libérer. Il ne faut pas oublier que la peur est une part de nous, pas totalement nous. Une conversation toute simple et dans la bienveillance autour de ces sujets si importants
La finitude, on n'a pas toujours envie d'en parler. On ne sait pas toujours comment en parler. Alors avant de démarrer ce podcast, je voulais vous dire que vous pourrez retrouver toutes les infos de Géraldine sur la page de ce podcast, évidemment sur la page aussi du podcast, l'épisode 10, mais sur la page de ce podcast, vous trouverez un atelier interactif qui a été créé en lien avec le livre Le Tour de moi en 80 pages, sous forme d'une conférence virtuelle animée par des dessins humoristiques, des comiques de situation et des exercices concrets. Cet atelier aide à mieux se comprendre, mieux s'outiller et trouver sa place dans le monde d'aujourd'hui. Alors je vous souhaite une bonne écoute et je me réjouis de vous retrouver la semaine prochaine. Bonjour Géraldine. Bonjour Delphine. Merci mille fois de revenir sur le podcast. C'est que du plaisir. C'est quand même c'est un beau cadeau que tu nous fais. Géraldine avait été invitée pour, je ne sais pas si on peut dire, l'épisode 10. Tu étais venue nous parler de que faire avec un événement qu'on n'a pas choisi dans sa vie. Ouais. Le podcast avait beaucoup de retours. Alors, si vous n'avez pas eu l'occasion de l'écouter, j'ai quand même envie de dire que ce que j'adore chez Géraldine, ce sont les images qu'elle utilise. Bon, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais moi j'ai un petit peu de mal avec l'abstrait. Et donc, en fait, ces images sont juste extraordinaires parce que on peut les ressortir dès qu'on est dans une situation un petit peu complexe. C'est des comiques de situation. Des comiques de situation. Ouais. Alors, aujourd'hui, on va partir de son livre qui s'appelle Le Tour de moi en 80 pages, qui est absolument génial. Alors, il faut pas avoir lu le livre pour le podcast, donc non, c'est pas voilà. Mais on part de ça. Donc, c'est un livre qu'on lit finalement en 1h30, qui est rempli de dessins vraiment trop sympas, qu'on lit en 1h30, mais qu'on peut lire pendant des années. En fait, c'est vraiment ça. L'idée, c'est de faire des allers-retours si on veut. C'est pas quelque chose qui se détermine. Voilà, il y a plusieurs thèmes. C'est un peu un livre de chevet et en fait, on avait parlé de ça quand on s'était réunis la fois dernière, en parlant en fait toutes les différentes facettes d'une personne. Oui. Et que, dans le cadre de la maladie, mais d'autres événements aussi de la vie, en fait, une facette, on peut mettre plus d'énergie dans une facette et on a tendance à oublier les autres facettes. Et comment est-ce qu'on se reconstruit après l'événement ? Voilà, donc je suis un peu pas dans ma zone de confort parce que c'est pas tellement préparé et donc on va dire moins préparé que les autres podcasts, mais je sais que tu vas m'emmener. C'est un peu surprise en fait, donc c'est super gai. Écoute, merci de ta confiance. Et voilà, je mettrai de toute façon toutes les références du livre sur ta page. Donc c'est Le Tour de moi en 80 pages. J'allais dire en 80 jours, mais oui, c'est en 80 pages aux éditions Images Publiques et donc voilà. Et donc, moi, c'est vrai, donc déjà, merci pour ta confiance, de me faire revenir comme ça. Et je trouvais que c'était chouette d'aborder ce sujet, c'est le fait qu'on est pluriel, on est plein de choses dans notre vie. Et donc, on est déjà simplement en tant que femme, mais en tant qu'homme aussi, mais on est maman, on est femme dans une activité, qu'elle soit bénévole ou pas, ça, c'est pas très important, mais on a nos qualités ou nos aptitudes qu'on met au service de quelque chose. On est amis, on est sœur, on est fille, on est mère, donc déjà des rôles sociaux dans notre vie de tous les jours, on est déjà plein de rôles différents. Et puis, si on creuse un peu, on se rend compte qu'on est aussi plein de choses différentes, nous-mêmes. Et j'avais fait ça dans mon livre et c'est ça que je voudrais en parler maintenant. Je trouve que c'est facile de s'imaginer que c'est comme si, un petit peu comme dans je sais pas si vous avez vu le film de Walt Disney, Vice Versa. Ils illustrent ça aussi en version pour enfants, super bien fait, avec des petits personnages en fait, c'est comme s'il y avait un espèce de computer de bord et il y a plein de petits personnages qui sont aux commandes. Dans la même personne. Dans la même personne. Oui. Et donc l'idée, c'est que on s'imagine des petits soi différents, avec des costumes ou avec des uniformes ou avec des atouts différents pour bien illustrer les parts de nous-mêmes. Et en fait, on va se rendre compte dans notre vie que je vais un peu détailler différents personnages, mais on va se rendre compte que quand on n'est que trop peu de personnages, c'est là où, par exemple, on devient en burn-out, c'est là où on s'épuise, parce que on a besoin de nos différentes facettes pour exister. Donc, est-ce que tu peux un peu en citer? Oui, voilà. Donc, par exemple, on pourrait dire la femme d'affaires. Alors, la femme d'affaires, c'est pas que celle qui est carriériste, c'est la personne qui mène à bien une tâche, qui quand elle a un objectif, elle se le fixe, elle a de la rigueur, elle va de l'avant. Donc, on pourrait s'imaginer un peu cette part de nous-mêmes, un peu en tailleur, avec un chignon un peu serré, voilà, un peu un tailleur un peu ajusté. On peut avoir la part de nous-mêmes plus aventurière, qui est, on pourrait l'imaginer un peu en short, avec un cinglet un peu à la mode Lara Croft, et donc c'est la part de nous-mêmes plus curieuse, qui va expérimenter des choses, qui va aller un peu comme c'est dans ta zone d'inconfort. À la fois, ça donne un petit peu des pics d'adrénaline aussi. Mais donc une même personne peut être on est plein de facettes différentes. Voilà.
une part femme d'affaires, une part aventurière. Il y a une part de toi extrêmement douce, gentille. Donc on peut être un peu la maman avec son grand sac où il y a plein de médicaments dedans pour au cas où, pour toute la famille. C'est vraiment la part de nous très bienveillante pour tout le monde, mais cohabite dans ce même corps, dans nous aussi, la part assez séductrice qu'on pourrait imaginer en haut talon avec une petite robe très ajustée et qui a envie de séduire, qui a envie de savoir qu'elle plaît, qui a envie de se dire qu'elle se regarde dans la glace, c'est pas mal. Et on a ça, c'est des personnages qui cohabitent. On a aussi la personne plus rock'n'roll, par exemple, qui pourrait être, qu'on pourrait imaginer en cuir avec sa guitare électrique, qui a envie de tout péter. Je tiens quand même à dire, c'est parce que en fait, il y a tellement d'illustrations dans le livre, c'est pour ça que tous ces petits dessins, c'est génial d'imaginer. Voilà, j'en cite comme ça, mais chacun, on a des parts de nous-mêmes aussi. Oui. Il y a une côté peut-être un peu écolo, donc voilà. Donc il y a plein de parts de nous-mêmes. Et ce qui est intéressant quand je fais des petits dessins comme ça, enfin que j'imagine des petites scénettes comme ça pour chacun, c'est de se dire qu'ils ont une réelle vie en fait, et que dans notre vie de tous les jours, c'est important de donner une voix, pas tout le temps à tout le monde, parce que c'est beaucoup d'enfants, enfin beaucoup de parts de nous-mêmes à nourrir, mais en tout cas qu'à des moments dans notre vie, on puisse aller dans ces différentes parts de nous-mêmes. Et que quand on est trop centré sur trop peu de parts, en fait, on s'affaiblit, et à la fin, ça devient, on se perd un petit peu. C'est l'exemple de ces femmes qui viennent, je sais pas, vous avez certainement toutes connu ça, enfin, pour des mamans qui, voilà, on vient d'accoucher, on a l'aide depuis quelques mois, etc. C'est trop chouette. Tout le monde nous parle tout le temps de notre bébé, et c'est super chouette. On est tellement contents, c'est le bijou de notre vie. Mais il y a une autre part de nous, tout d'un coup, qui se réveille, qui dit, c'est quoi? Moi, j'ai envie de me bourrer la gueule. J'ai envie de faire une soirée dans un concert où je transpire, où j'ai un t-shirt moulant serré. J'ai envie d'acheter un cuir. J'ai envie remettre des bottes à talons. Qu'on arrête de me regarder tout le temps avec un collier avec des tuttes, quoi. Et c'est ce côté-là, c'est d'avoir plusieurs parts de nous-mêmes, oui, et qui ont existé. Et quand on vit quelque chose, quand on vit une maladie, quand on vit un accident, quand on vit un événement grave comme ça, on a tendance forcément à se recentrer, à recentrer nos forces sur notre part guerrière. Ça pourrait être un peu la Wonder Woman qu'on imagine, un peu comme dans le film aussi, qui voilà, développe un maximum de compétences, de force pour passer à travers tout ça, les soins, les traitements, la patience, les allers-retours dans les hôpitaux, tous les médecins qu'on va voir, tous les trucs, être tout le temps à l'écoute, résilient. Et en fait, ça active quand même certains personnages en nous, mais on doit quand même mettre un peu d'autres personnages, d'autres parts de nous-mêmes, un peu en mode off. Et donc ça veut dire que à des moments... Oui, donc c'est le danger, en fait, vraiment de mettre toute son énergie sur une ou deux facettes de nous-mêmes. Alors, on n'a pas le choix. D'un autre côté, c'est logique parce qu'il y a une urgence, donc il faut mettre notre truc. Mais c'est simplement de se souvenir que à d'autres moments, il faudra redonner la voix à ces autres parts de nous-mêmes. Et donc c'est important de se dire, cette situation est temporaire, mais je ne suis pas que ça. Je suis aussi autre chose, et c'est important que je ne m'oublie pas. On pourrait aussi, par exemple, mettre une part artiste, la fille qui a des longs cheveux et qui attache ses cheveux avec des pinceaux et qui a un peu des habits avec un tablier plein de peinture. Donc il y a plein de parts de nous-mêmes qui correspondent aussi à notre personnalité. Donc la déclinaison est infinie, mais c'est important de se dire, en fait, je suis ça, mais je ne suis pas que ça. Et c'est important après de se dire, quand ma maladie passe, quand l'événement important est passé, en fait, j'ai besoin de me redéfinir. Quels sont les personnages que j'ai envie de remettre à la barre? Oui, c'est ça que j'allais te demander, en fait. Comment est-ce que tu conseilles, en fait, de prendre conscience que, oui, d'abord, toutes les parts qu'on avait. Voilà. Et puis, pendant la maladie, qu'est-ce qui a été oublié? Voilà. Et puis qu'est-ce qu'il y en a où tu dis, finalement, c'est plus si important. Oui. Mais par contre, ça, j'ai vraiment envie de développer. Ou ça, j'ai rencontré tel truc. J'ai envie de travailler à ça. C'est d'avoir cette vigilance sur le fait de dire, tiens, je dois redonner la voix à d'autres personnes que moi. Je dois pas rester en mode guerrière tout le temps. Je dois aussi passer dans ce mode plus doux, plus diversifié, après coup, pour pouvoir après retomber sur mes pattes, quoi. Parce que sinon, après, il va y avoir un vide. Qu'est-ce qui se passe après si depuis 1 an, 2 ans, ta vie n'est que aller-retour hôpital, médecin, ouais, tu n'as presque plus d'autres sujets de conversation que ça, toutes tes lectures sont focus autour de ça. Tu dis, mais what? Il y a un vide énorme, même si je suis contente d'en être sortie. C'est extraordinaire, hein, que c'est vraiment une autre manière d'expliquer ce fameux vide post-cancer, en fait. Ouais. C'est une chouette manière de l'expliquer parce qu'on parle toujours de ce... Non, mais c'est génial. On parle toujours de ce vide, mais c'est pas toujours facile de mettre des mots là-dessus et l'expliquer, en fait, avec toutes ces facettes qui ont été... toutes les autres facettes de nous-mêmes qui ont été enfouies. Et à juste titre, hein, parce oui, que c'était, voilà, l'urgence faisait que c'était comme ça.
Mais c'est vrai que... en revanche, la difficulté aussi, est-ce que les facettes d'avant seront toujours les voilà. Alors, c'est oui. c'est de se dire, tiens, après coup, il y avait peut-être des facettes dans lesquelles je m'identifiais, mais non, ça n'a plus du tout aucune importance. C'est souvent le cas. Et donc, voilà. Et donc, peut-être c'est intéressant après de faire revenir l'aventurière à la barre et de se dire, tiens, je suis dans un mode curieux, donc j'essaye des trucs. Il y a des trucs que j'aime plus, donc ça, je laisse parce que je connais et ça me correspond plus. Mais par contre, il y a des trucs que j'ai envie d'essayer. C'est quoi l'enjeu? Est-ce que je mise un bras? Non. Donc, ok, j'y vais. J'essaye d'aller à un cours libre là-dessus. J'essaye une session là-dessus. J'essaye de faire... Et j'essaye. Et en fait, c'est gai de retrouver cette espèce de curiosité, cette espèce de floraison intérieure avec ces différents personnages, quoi. Et du coup, ça redonne un peu un juste équilibre en soi, de se dire, tiens, mais il y a moi qui se décline dans plein d'autres choses aussi. Voilà, oui, des nouvelles facettes, oui. quoi. Alors, ça peut être des nouvelles, ça peut être des facettes abordées différemment. Finalement, j'aime bien ce côté scientifique en moi, mais je trouvais que j'étais trop contrôlante, donc j'ai envie d'un petit peu diminuer. Mais par contre, ça m'excite quand même un peu le côté enquête, le côté fait, le côté truc, ça j'aime bien. Mais par contre, la façon dont je vais le vivre, ça va être différent. Je vais peut-être mettre 2 personnes en moi. Le côté cool, zen, avec mon côté scientifique. Je vais un peu relâcher mes cheveux, quoi. Je serai en tailleur, mais j'ouvre un peu des boutons. Pas facile de faire ça toute seule, en fait. Après, dans ce vide et ce néant, oui. Ce vide post-cancer, de redéfinir en fait toutes les nouvelles facettes. Donc, tu conseilles peut-être de te faire accompagner, Alors, on peut se faire accompagner, oui. On peut en discuter avec des gens autour de soi. Parfois, on est étonné de voir que des amis, des proches, dire tiens, comment tu me vois, dire oh, bah, tiens, tu t'essaierais pas ça, pourquoi pas. Voilà, se mettre un peu en route. Donc c'est sûr que la case accompagnement a vraiment toute son importance, oui. Mais on n'est pas obligé de passer par là et on peut vraiment soit se mettre en aventurière toute seule en disant j'essaye des trucs. Voilà, je vais dans un endroit qui donne plein de formations, ça me tente, j'ai envie d'essayer. Ou tiens, ça j'ai essayé. Oh bah tiens, je vais essayer ça. Ou j'apprends par moi-même. Je regarde. Il y a beaucoup de choses maintenant qui sont en e-learning. Ou juste, je me pose. J'ai envie de travailler dans mon jardin. J'ai envie de. Il y a plein de choses. Ou j'ai envie d'écrire. J'ai envie de. Il y a plein de choses qui peuvent se faire. Ou de se dire, voilà, je fais appel à mes amis, je fais appel aux gens autour de moi, je suis dans un groupe de discussion et j'essaie de faire parler les gens sur moi. On fait un peu un tour de discussion et c'est même rigolo. Super sympa ça. Hein, oui. Oui. Et donc, il y a beaucoup de façons d'aborder ça différemment, quoi. Oui, parce que c'est pas facile et il y a quand même souvent une grosse remise en question et puis redéfinition des priorités. Et donc, c'est en fait un peu comme si on refaçonnait le diamant. Oui, c'est ça. Tu remets de la nouvelle lumière, mais c'est vraiment important et c'est pas mais, c'est plutôt et. C'est important d'être conscient de ça pour se dire, ok, c'est pas parce que ça s'arrête, j'accuse réception que, c'était quand même beaucoup d'énergie là-dessus. Maintenant, ça se termine. Donc, qu'est-ce que je fais avec toute cette Wonder Woman qui est en action? Ok, elle est là, elle a le droit d'avoir une petite sieste et en fait, je me souviens que j'ai d'autres personnages en moi. Je me souviens que j'ai d'autres aptitudes en moi. Je me souviens que j'ai d'autres facettes de moi. Et si je les connais pas, je vais en recherche avec ça. Parce qu'en fait, il y en a plein. Et en fait, ça rejoint aussi cette démarche. Elle est aussi expliquée dans d'autres approches. Tu vois, l'approche un peu parfois chamanique qui est assez dans le courant maintenant en Occident. Oui. Voilà, on en parle beaucoup. C'est de se connecter avec la sagesse de certains animaux parce que ça te fait réveiller, en fait, c'est des facettes de toi. Donc, tu vois, tu vas avoir ce côté un peu louve, ce côté maternant, ce côté vu d'en haut de l'aigle, tu vas avoir ce côté force de l'ours. Donc, à la place d'avoir fait des petits personnages comme ça, tu peux le mettre dans des animaux, mais la démarche est la même, c'est de se dire qu'on a beaucoup de facettes en nous et de se dire, tiens, quand je sens un vide, c'est juste que ce personnage-là, pour le moment, il a fait son taf. Donc, on peut le mettre un peu sur le côté. Et c'est l'occasion d'accueillir à la barre d'autres personnes. C'est l'occasion d'essayer de laisser un petit peu cette place pour faire venir d'autres personnes. Et le vide, il se ressent parce que, finalement, on est toujours dans la même énergie, mais il n'y a plus vraiment de matière pour le moment à travailler avec cette personne, tu vois. Et dans l'exemple d'un burn-out, par exemple? C'est vraiment des facettes trop centralisées. T'as utilisé, par exemple, ta Wonder Woman à fond, tout le temps. Et donc, ça veut dire que tout le reste était en mode speed, mais tu étais toujours avec cette énergie de Wonder Woman. Ok, je gère 2 pique-niques. Ok, j'en fais un. Toi, tu n'as. Et en fait, à aucun moment donné, tu fais appel à d'autres énergies de toi, d'autres facettes de toi. Et donc, à un moment donné, tu te brûles de l'intérieur parce que c'est plus possible. Et c'est un cercle vicieux parce que du coup, il va se mettre à ça un peu d'anxiété, va se mettre à ça manque de recul.
Donc, à un moment donné, tu te consumes. Et finalement, presque toutes les crises, en fait, personnelles, ou c'est souvent une seule facette. Ouais. Donc ça, voilà, c'est une belle invitation, en tout cas. Oui, de découvrir. Alors, tu en as mis quelques-unes dans ton livre. Oui. Qu'est-ce que tu as cité comme facette, par exemple? Parce que c'est amusant d'imaginer, peut-être de se retrouver dans des facettes. Oui. Bah alors, donc j'en ai cité là quelques-unes avant. Qu'est-ce que j'ai mis d'autres dans mon livre, que j'ai pas cité? Le côté un peu la part de soi, peut-être un peu gâteau. J'avais fait un peu genre le papa, tu sais, avec sa guitare en pyjama, qui dit à ses enfants, allez, on y va pour une pyjama party. Donc c'est la personne un peu cool, ça peut être la personne séductrice, là j'en ai parlé, la côté idéaliste. Oui, idéaliste à fond. Donc ça peut être la partie rêveuse. Donc je l'ai pas dit dans le livre celle-là, mais c'est la personne avec sa robe blanche et son panier en osier à l'orée du bois, qui balance un peu et qui regarde les coquelicots qui bougent au gré du vent. Et on a besoin de cette partie rêveuse, on a besoin de ce côté avoir un peu de temps pour contempler des choses, pour être un peu... Donc c'est vrai que c'est un tandem de fou et de feu quand tu fais la scientifique avec la rêveuse. Ce tandem, cette association qu'on peut avoir avec, par exemple, quelqu'un qui est très dans le contrôle et puis quelqu'un qui est rêveur, c'est quelque chose qui est très complet. Et que si on est trop, par exemple, dans ce contrôle, dans ce truc, finalement, on perd cette part de soi, par exemple, enfantine, cette part de soi un peu rêveuse, de dire, tiens, mais... quand est-ce que je m'arrête et je regarde un peu les étoiles? Quand est-ce que, je sais pas, est-ce que j'ai craqué sur un bonbon il y a pas longtemps? Par exemple, ça peut être ça, de se dire un côté pas très raisonnable. Oui, on sait, il y a plein de glucides, de sucre, mais c'est pas glucose, pardon, mais c'est pas grave. Mais oui, mais il y a ce petit dessin là ici. Je travaille beaucoup, je fais du sport pour rester en forme, mais je ne chante plus, je ne compte plus les étoiles, je ne mange plus de bonbons. Donc, en fait, c'est toutes des forces antagonistes aussi. C'est complémentaires. Oui, oh là là, j'ai dit antagoniste, mais en fait, c'est complémentaire. Ouais, oui, c'est complémentaire. C'est ça qui fait la richesse de la. Voilà. Pourquoi est-ce que je dis antagoniste? Parce que en fait, oui. C'est en effet, et d'ailleurs dans ce film de Walt Disney, j'y reviens vice versa, ils illustrent ça vraiment, que t'as un petit côté qui est la joie et un petit côté qui est la peine, et donc la joie au départ, elle dit tout le temps, mais dégage, la peine on fait rien avec ça, donc c'est gai d'avoir une personnalité qui est joyeuse, qui est en forme, etc. Donc toi pars, et donc c'est un peu la honte, quoi. Et vraiment l'histoire de ce film, c'est aussi montrer que en fait il y a pas de gens, voilà, il y a pas de joie sans peine, et que justement quand t'as de la peine, c'est une belle émotion aussi. Quand t'as de la peine, après tu te connectes avec la joie, et donc c'est vraiment des choses qui sont. C'est le et, ouais, voilà. Je me tape un peu dessus parce que j'ai justement écrit un blog la semaine dernière et puis je recommence en disant des forces antagonistes, mais c'est génial. Ouais. C'est vraiment super comme manière de voir les choses et puis d'essayer de découvrir. Ça me fait penser au livre, au petit livre là quand on a Madame Joyeuse. Oui, Monsieur Patate là, je sais pas quoi. Non. Tu vois, les Monsieur et Madame, ces petits livres. Oui, c'était longtemps ça. Toutes les facettes, oui, c'était des. Voilà, à expérimenter, quoi. Et alors, il y avait aussi un autre point que je voulais amener aujourd'hui, que c'était un peu mon point surprise par rapport à toi. Oui, c'est une petite surprise, là, oui. Et c'était le fait de se dire que quand on se connecte de nouveau à quelque chose qui est une maladie, un trauma, que ce soit pour nous, nos proches, il y a le fait de se connecter avec notre finitude. Et je trouvais que c'était chouette de peut-être l'évoquer, parce que c'est un sujet qui est assez touchy. Donc l'idée n'est pas de augmenter le niveau de peur, ni de niveau d'anxiété des personnes ici, c'est juste le fait de l'évoquer pour pouvoir l'utiliser. Je vais m'expliquer, c'est... En fait, quand on a comme ça une maladie, un accident, c'est sûr que on se rend compte qu'on n'est pas éternel, on se rend compte que c'est risqué, on se rend compte que on voit par exemple, je pense à un accident de voiture, on voit l'état de la voiture, on se dit mais mon Dieu, à côté de quoi ils sont passés. On voit on est mis dans une case type 1, 2, 3, 4 dans un cancer. Ça fait très peur. Et donc on peut avoir des réveils sur le fait comme des pensées qui nous viennent. Alors ça peut être des anxiétés, ça peut être des peurs, je vais en parler après, mais ça peut être aussi l'occasion de se dire tiens d'abord c'est l'occasion d'un peu faire un petit point sur moi, me dire mais au fond me connectant avec cette finitude, alors c'est vrai qu'en Asie on est plus à l'aise avec ça. En Europe, on est quand même, c'est un peu un aveu de faiblesse, quoi. On meurt, c'est la maladie qui a gagné. Enfin, il y a un côté comme ça. Donc, le but n'est pas de philosopher. C'est faux, en fait. C'est la maladie a gagné. Oui, c'est vraiment ça. En plus, comme ça. Voilà, le but n'est pas de philosopher sur l'existant. Voilà, c'est ça. Mais en tout cas, le fait c'est que le fait d'avoir une maladie comme ça, on se connecte un petit peu à cette finitude et c'est l'occasion de se dire, mais tiens, en fait, comment va ma vie? Comment est-ce que moi, je suis avec moi-même?
sachant que j'ai cette finitude, sachant que tout d'un coup, elle vient dans mon champ de vision, parce que c'est vrai que dans la vie de tous les jours, on est occupé avec nos fers, avec nos différents projets, etc. On n'y pense pas, on repousse ça assez loin de soi. Et donc tout d'un coup, le fait d'avoir ça dans son champ de vision, c'est de se dire, mais tiens, c'est l'occasion de faire prendre un peu la température, et de me dire, mais tiens, comment est-ce que je vis les relations avec les autres? Est-ce que je suis bien dans mes relations avec les autres? Est-ce que j'ai des amis avec qui j'ai des liens de confiance? Est-ce que je suis quelqu'un de confiance pour les autres? Comment se situe ma qualité de vie en fait? Si entre guillemets tout ça devait s'arrêter demain, est-ce que je suis bien avec moi? Dans mon lien de moi à moi, mais aussi dans mon lien de moi avec les autres. Comment est-ce que j'aborde ma vie? Comment est-ce que j'aborde mon lien, alors avec les autres, mais aussi avec la nature, avec ce qui m'entoure, avec, voilà, ma place dans la société, comment est-ce que je l'aborde? Et, du coup, je fais le lien avec ça, quand on aborde ça, c'est aussi de se dire, mais en fait, je me rends compte que je peux avoir cette maladie, cet accident, tout d'un coup, cette urgence, qui m'amène cette limite de vie, peut m'amener aussi des anxiétés, des peurs, des petites choses qui viennent un peu en toile de fond comme ça et qui viennent. C'est de se dire, tiens, finalement, je pense souvent, est-ce que j'ai la vie que j'aurais rêvé d'avoir? Est-ce que j'ai pas des rêves que j'ai pas réalisés, que je reporte à trop demain? Est-ce que tout d'un coup, si ma finitude vient, est-ce que je suis OK par rapport aux gens que je laisse derrière moi? Est-ce que j'ai peur de laisser mes enfants, laisser ma famille? Est-ce que j'ai peur de peut-être ne pas avoir assez de sens dans ma vie? Est-ce que j'ai peur est-ce que j'ai ou pas ma place? Est-ce que ça me fait peur? Est-ce que j'ai ma place? Donc c'est vraiment deux aspects en fait. C'est d'être connecté avec cette finitude, c'est soit un moment de découverte, soit de l'anxiété qui découle de ça, en fait. En fait, c'est ça. Ça peut arriver parfois de façon un petit peu, sans s'en rendre compte, un peu vicieuse, mais vicieux une connotation négative, mais un petit peu de façon détournée. C'est que le fait de te connecter à cette finitude, tu dis, oh, mon Dieu, j'ai envie de me battre, etc. Mais en toile de fond, il y a une espèce de petite anxiété qui peut arriver, une espèce de petite peur, une espèce de petite... Et en fait, elle est difficilement plaçable dans sa vie, parce que où est-ce qu'on la met? Ça reste, on sait que c'est une peur, on sait que c'est une crainte, et comme on n'a pas envie de se connecter avec cette finitude, on se dit, mais allez, on arrête, on essaie de la boucher, on essaie de pas y penser. Or, c'est pour ça que j'ai envie d'en évoquer aujourd'hui, or, elle est usante, or, elle prend de l'énergie, or, quand on dort, on y pense, or, il y a peut-être des films qu'on veut plus voir parce que, c'est trop énergivore. Donc c'est des regrets, ça peut être de la culpabilité, peur de la récidive. Voilà, il peut y avoir beaucoup de choses avec ça, exactement. Et l'idée, c'est c'est bien de nommer. Voilà, l'idée, c'est vraiment de les nommer, de pouvoir en prendre conscience pour qu'à un moment donné, on puisse tenir compte de ça avec des actions concrètes. Donc c'est de se dire, tiens, j'ai peur que... Je suis jeune, j'ai peur de laisser mes enfants. Ok, eh bien, je vais prendre soin de cette peur-là, à la place qu'elle me domine et qu'elle me mange l'énergie. Je vais peut-être écrire des lettres, je vais peut-être faire des petites boîtes, je vais pas créer une couverture, tricoter des trucs, faire un bricolage, n'importe quoi. J'ai faire peur quelque chose pour poser gérer une action. Oui. En fait, la peur, il faut pas la garder comme énergie, comme quelque chose qui vient nous manger de l'énergie et un petit peu se mettre en espèce de toile de fond comme ça en nous. C'est plutôt de se dire, elle me donne un message. Une part de moi est inconfortable dans cette situation parce que telle ou telle information, parce que j'ai peur de ça, parce que je crains ça. Eh bien, je vais prendre soin de cette part de moi inquiète, cette part de moi maman. Je fais le lien avec les facettes de tout à l'heure. Cette part de moi peut-être idéaliste qui dit mais moi j'ai l'impression que j'ai pas assez vécu, j'ai envie de faire des trucs, etc. Est-ce que c'est pas l'occasion de faire des choses pour immortaliser des choses, peut-être faire des formations après, de se dire, tiens, quand ce sera fini, je vais me mettre, je rêvais de faire ça. En fait, je n'ai jamais osé dessiner. On m'a toujours dit que j'étais nulle en dessin. L'artiste, c'est quelqu'un d'autre dans ma famille. En fait, j'adore ça. Je vais faire des cours de dessin après. Et donc, ça me pose une action. Ça me donne d'ailleurs un but, un objectif. Mais c'est aussi, je prends soin de cette part de moi qui me mange, qui me grignote. Et grâce à ça, je m'en libère. Et grâce à ça, du coup, j'ai plus d'énergie sur ma Wonder Woman pour me canaliser pour ce que je vis maintenant. Mais je ne suis pas parasitée par des choses qui viennent et qui, insigneusement, me mangent des choses et je sais pas où les placer, quoi. Tu peux encore en mentionner quelque part, comme ça?
Je parle, ou éventuellement de regretter de ne pas avoir parlé. Oui, c'est ça. Donc toujours dans ce contexte d'être confronté à sa finitude. Oui, mais en fait, oui. La finitude amène ce côté de se dire, en fait, j'ai pas toute la... Parfois, on a tendance un peu à repousser des trucs, de oh non, j'ai pas le temps. Non, je vis dans une vie, je suis hyper... Je suis en dispute avec telle personne. Je verrai bien. Oh, cette histoire est pas du tout résolue. Ouais, bon, pour le moment, c'est vraiment pas ma priorité. Puis tout d'un coup, il y a le drapeau finitude qui vient, qui se dit... On ne sait pas quand ça viendra, parce que n'importe qui, en fait, on ne sait pas quand ça viendra. Mais le fait d'être connecté par un accident, par une maladie, avec le fait de dire « Waouh, en fait, c'est risqué, cette histoire ». Tout d'un coup, ça nous amène face à ça. Et en fait, l'idée ici, c'est vraiment de transformer cette espèce de « Oh, mon Dieu, finalement, ça peut être dans pas longtemps », en se disant « Tiens, ça me donne une magnifique indication, c'est l'occasion pour moi de pouvoir augmenter ma qualité de vie, c'est l'occasion pour moi de mieux me connecter avec ce qui a du sens pour moi, ce qui importe pour moi, ce qui se vit dans mon cœur, avoir un lien avec comment je vis mes anxiétés, mes peurs. » En fait, la dispute, j'ai la peur de ne plus jamais être aimé par cette personne. Parce qu'on s'est disputé, et finalement, on est chacun coincé dans notre ego. Ben, c'est l'occasion d'aller lui parler. Voilà. Pour le moment, je traverse un truc, ça m'a fait prendre conscience et je suis légitime avec ma démarche, ça m'a fait prendre conscience qu'en fait, t'es important dans ma vie, j'ai envie qu'on se réconcilie. Là, j'ai l'impression que je te parle pas bien, j'ai l'occasion d'un peu augmenter. Là, j'ai l'impression que je me rends compte que j'ai peut-être des liens trop superficiels. En fait, j'ai envie de creuser, d'avoir des amitiés plus profondes. C'est l'occasion de voir mes amis peut-être en groupe plus petit, prendre du temps, de se dire, tiens, j'ai envie de soigner ces relations. Venez à la maison, je vais vous faire un bon repas. J'ai envie de soigner cette part de moi. Me rends compte que je suis aussi important pour quelqu'un. Pourquoi tu me parles plus? Je vais lui dire. Tiens, j'ai l'impression que je fais les choses par automatisme parce que je crois tout le temps qu'on attend ça de moi. Mais c'est l'occasion de faire un petit break, se dire, j'ai peur de passer à côté de ma vie. En fait, je me rends compte, j'ai une part de moi rock'n'roll. J'adorerais, je prends un catégorique, j'adorerais faire de la guitare électrique. Et je l'ai jamais fait parce qu'on me voit comme une personne que douce et gentille et prévenante. Mais en fait, j'ai une part de moi, j'adore ça. Eh ben, je vais regarder, je vais déjà me renseigner. Je prends soin de cette part de moi. Si demain ma finitude sonne, qu'est-ce que je serais triste de pas être passée par cette case? Et je vais pas attendre. Parfois, il y a des gens qui attendent. Le jour où je serai retraitée, je ferai ça. Il y a aussi donc maintenant, voilà, c'est transformer finalement ce petit. Tout d'un coup, bim, ce petit rappel à l'ordre de dire, en fait, on n'est pas éternel. En fait, vis ta vie dès maintenant. En fait, soigne ta qualité de vie dès maintenant. Et donc, ces peurs, ces craintes, ces anxiétés, c'est ça. C'est vraiment l'invitation à se dire, on faut prendre le temps pour ça, quoi, maintenant. C'est important. Donc, la peur de la récidive. La peur de la récidive, la peur de que ça aille trop vite, la peur de se dire tout d'un coup j'arriverai pas à gérer, je tiens pas le change, la peur de mon corps qui change, la peur de je vais plus être sexy, la peur de comment est-ce qu'on va m'aimer si je suis comme ça ou comme ça, la peur de perdre mes cheveux. Est-ce que les gens vont me trouver jolie si je perds mes cheveux? Donc ça, c'est dans la maladie. La peur, alors dans mon lien, évidemment, on en a beaucoup parlé avec les autres. La peur de me dire, tiens, j'ai peur de me dire, une fois que tout ça sera terminé, j'ai l'impression que, je sais pas, j'ai envie de tout foutre au bac. Et comment est-ce que je vais me reconstruire après ça? La peur de ne pas savoir gérer ma colère. J'ai bourré de colère, je me sens tellement avec de l'injustice en moi, je sais pas où la placer. J'ai l'impression que si je la laisse sortir, je vais cramer tout un village, je serai plus qu'un dragon. Voilà, comment je gère ça? Alors c'est sûr que ça peut se faire. Voilà, ça peut se faire accompagné ou ça peut se faire seul, ça peut se faire, mais en tout cas, c'est de donner la voix à cette part de nous-mêmes, parce que tant qu'on donne pas cette voix, elle nous ronge, elle nous grignote. C'est vraiment... Oui, tu avais utilisé le scarabée qui nous ronge de l'intérieur. Oui, c'est ça. Et en fait, stratégiquement parlant, si on n'a pas le courage de le faire parce que ça fait un peu peur ou que c'est inconfortable, ce que je veux dire, ça peut donner du courage. Stratégiquement, c'est bien de le faire parce que du coup, ça nous donne plus d'énergie. On libère parce que c'est assez énergivore d'avoir ce petit scarabée qui nous grignote. Et du coup, on se ressent sur des choses plus importantes, c'est-à-dire bien dormir, avoir un sommeil réparateur, être plus présent dans son lien avec les autres. Du coup, on est mieux, avoir plus d'énergie. Donc, ça veut dire que face à la maladie, face à l'accident, face à la reconstruction, on est mieux, quoi. Alors, c'est peut-être pas le propos du podcast, mais est-ce que tu peux juste nous dire en quelques mots comment peut-être la finitude est vue en Asie, en fait? Comment est-ce qu'ils voient les choses? Parce que tu as fait quand même une séparation assez forte entre l'Occident et l'Orient. Alors c'est peut-être la vue, c'est peut-être un peu trop catégorique parce que
pour le moment, il y a quand même beaucoup d'imprégnation. En fait, l'idée n'est pas de stigmatiser l'Europe et l'Asie, mais c'est plutôt de se dire que dans le modèle asiatique, mais donc on va pas stigmatiser sur des lieux géographiques, dans le modèle asiatique, la mort est plus vue comme un passage et comme une espèce de durée, la durée de vie est plus longue et qu'il y a des passages avec la mort, et donc la mort est un peu comme une naissance vers autre chose. Tandis que dans une vision, je dirais, plus médicale, bien la mort est vue comme quelque chose où la maladie a gagné. Donc il y a une espèce de fin, il y a une espèce de perte de combat, il y a une espèce de... voilà, tout d'un coup, le corps a rendu l'âme. Enfin, c'était trop fort et du coup, voilà, il s'est effondré, quoi. Et donc, c'est vrai que ça donne une vision plus pessimiste et plus alarmiste et plus déclencheur de peur, de se dire, mon Dieu, est-ce que je vais être à la hauteur de cette maladie ? Est-ce que je vais être à la hauteur est-ce que je vais avoir assez de ressources pour pouvoir me battre ? Mais ça me frappe aussi, en fait, quand tu dis la maladie a gagné, parce que c'est quand même souvent ce qui est écrit, quoi, hein, on n'a pas réussi à combattre la maladie, même si c'est pas un échec, hein, mais c'est vrai qu'il y a cette notion de combat qui n'a pas été gagné, quoi. Oui. Et donc ça peut être, du coup, l'idée n'est pas de juger si c'est bien ou mal, hein, c'est pas ça, mais c'est juste de se dire que avec cette vision, en tout cas, ça peut déclencher, c'est anxiogène, quoi. Ça peut déclencher de l'anxiété, de la peur, de la crainte, des remises en question, des yeux de dire mais waouh, ça m'arrive à moi alors que j'avais fait tellement de choses. Est-ce que je vais y arriver ? Est-ce que il y a une part de moi en fait, je me souviens que en fait je suis pas forcément. Alors ça, on peut faire aussi des liens avec en son passé. Je me souviens que la personne forte de la famille, c'est pas moi. Du coup, je vais avoir ça. Comment est-ce que je vais m'en sortir ? J'ai déjà perdu ma mère il y a pas longtemps, mais comment je vais faire ? Je me reposais toujours sur elle pour faire ce genre de truc. Comment je vais gérer ça ? Voilà, il y a toutes des choses comme ça qui peuvent être activées. Mes enfants sont petits, je peux en parler à personne. En fait, je me sens peut-être avec plein de gens autour de moi, mais en fait, je me sens seule dans une foule, ou je me sens littéralement très seule, parce que ma vie a fait que... Voilà, je suis assez isolée. Comment je vais gérer ça ? Comment est-ce que je peux aborder cette maladie ? Je veux protéger aussi mes proches, donc je donne le change, que c'est un peu tout va bien, vous n'êtes pas les gars, je gère. Au fond de moi, je me sens complètement désemparée, j'ai super peur, j'ai l'impression de courir dans le noir partout, en courant partout. À qui je peux dire cette phase de moi ? J'ai peur de ça, parce que j'ai peur que si je lui donne la voix, je vais vraiment partir en sucette. Or, c'est faux, parce que l'énergie que je vais utiliser pour essayer de la calmer, pour essayer de la contenir, va me prendre beaucoup d'énergie, et que ce ne reste qu'une part de nous, ce n'est pas totalement nous. Et donc, en allant visiter cette peur, en allant visiter cette part de moi qui est un peu, qui crie dans la nuit, qu'une petite fille, on pourrait imaginer avec sa petite robe de nuit blanche trop mignonne, avec ses cheveux décoiffés dans le noir, qui crie à tue-tête, elle sait pas où elle a sorti, elle doit absolument sortir, elle sait pas, elle a très peur, elle a fait un gros cauchemar. C'est ça, c'est de se dire, mais ça, en fait, c'est une part de moi, et je peux accueillir cette part de moi, j'en fais quelque chose, et du coup, je ressente mes forces. Sinon, elle m'use, parce que je dois tout le temps essayer de la canaliser. Et c'est énergivore, quoi. Oui, c'est vraiment intéressant, parce qu'on parle souvent quand même de la peur, de la récidive, mais pas de toutes ces peurs, quoi, qui sont sous-jacentes, évidemment. Hein, Et chacun va activer des peurs différentes aussi. Tout à fait, en fonction de son vécu. Et de son Est-ce que mon mari va toujours m'aimer si je perds un sein, si j'ai pas de cheveux, si on ne sait pas avoir de relations sexuelles pendant un certain temps, comment je vais faire dans mon couple ? On a toujours misé là-dessus, tout d'un coup il y a plus ça, comment je fais ? Je suis super fatiguée le soir, lui on est très festif, comment je fais ? En fait, j'ai plus l'énergie de recevoir des gens, mais est-ce que je prends ça ? Comment est-ce que je lui en parle ? Voilà, c'est toutes ces peurs-là aussi. C'est intéressant de visiter ça, quoi. Bien de les nommer aussi. Oui. Écoute, Géraldine, de nouveau, tellement intéressant, tellement imagé, juste comme on aime. Et si je pourrais me mettre quelques petits dessins sur la page du site. Bien sûr. Et toujours la petite question piège quand c'est pas préparé. Chaque fois, les gens disent « Oh, mince, c'est pas préparé ». Comment est-ce que tu aimerais terminer ce podcast ? C'est de se dire que... C'est une chouette question. C'est de se dire que, voilà, toute personne qui écoute ce podcast, eh bien, c'est l'occasion de prendre peut-être 2-3 minutes et de se poser et de se dire, tiens, finalement, comment est-ce que je peux augmenter ma qualité de vie aujourd'hui ? Comment est-ce que je peux, donc, dans ma relation, peut-être, est-ce que je vais bien ? Est-ce que je suis contente de moi ? Est-ce que mes liens avec les autres sont bien ? Comment est-ce que je vis mes liens avec les autres ? Est-ce que j'ai des gens à qui, est-ce que je pourrais augmenter cette qualité de lien, de savoir parler, de dire ce que j'ai peut-être sur le cœur ? Il y a peut-être des pudeurs, il y a peut-être des choses cachées, il y a peut-être des tensions. Est-ce que
Voilà, je peux aller visiter ça. Est-ce que j'ai des peurs aussi enfouies, des craintes, des choses qui me reviennent quand je suis toute seule avant de m'endormir le soir, des trucs où je me réveille tôt le matin aussi, je sens que mon cerveau tourne fou avec ça. C'est l'occasion de nommer ça. Je voudrais qu'on prenne un peu de temps. On nomme ça et on s'arrête pas à le fait de nommer. Donc c'est le nommer pour déjà s'en rendre compte que mais c'est dingue, c'est vrai que j'y pense souvent cette histoire, même pendant la journée. Le fait de le nommer, je me rends compte que c'est une pensée qui me revient souvent. Et après, c'est de se dire, je pose une action concrète. Je décide de qu'est-ce que je vais faire pour prendre soin de ça et m'en libérer. Et comme ça, donc toujours cette idée de l'action, en fait. Oui. Se mettre en mouvement. Bien sûr. Pour résoudre. Oui, même, je fonctionne très fort comme ça aussi. Ouais. Donc, c'est symbolique, en fait, aussi. Oui, poser une action. J'en prends soin, oui. et puis c'est vraiment de se dire, c'est comme si j'avais une blessure, je la vois, mais après je mets du désinfectant dessus. Ouais, je vais pas juste dire, ah oui, c'est vrai, j'ai vu, ça saignait. Ben non, à un moment donné, il faut mettre du désinfectant, ou il faut mettre un petit pansement. Donc l'idée, c'est ça, c'est, je prends acte des choses que j'aurais envie d'améliorer pour augmenter ma qualité de vie, mon bien-être, et mon bien-être de moi à moi avec les autres aussi. Et de se dire après, je pose une action concrète et comme ça, je m'en libère et comme ça, j'ai un vrai changement. Et comme ça, ma qualité de vie, elle augmente. Et sinon, je me libère de ce côté d'être dans le mental. Sinon, il y a un décalage entre ce qui se passe dans ma tête et ce que je vis dans ma vie. Oui. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir cette cohérence. Je sens que j'ai ces peurs-là, concrètement dans la matière, qu'est-ce que je fais? Comment est-ce que je l'implante? Et je m'en libère. Et du coup, je vais mieux, quoi. Voilà, je terminerai avec ça. Oui, ça c'est vraiment une fin magnifique parce qu'on peut faire l'exercice. Oui, bien sûr. Voilà, et on peut faire en fait presque le même exercice aussi pour toutes les facettes de nous, en fait. Partir à la découverte de toutes ces facettes. Oui, c'est très rigolo d'imaginer. Voilà, on en parlait, le fait d'avoir des petits personnages. Pour moi, ça m'aide de distinguer les parts de soi-même, sinon c'est un peu abstrait. Ah, oui. Et donc le fait d'imaginer, de dire à quoi je suis dans ma personnalité, cette séductrice. Ah, là, je me reconnais, c'est moi. À quel moment je suis la rock and roll. Ras-le-bol, j'ai envie de tout péter avec mon gros truc de Metallica ou le côté hyper rêveur, le côté et donc c'est gai d'aller le côté bien sûr maman. Enfin voilà, on est plein de choses. Et donc c'est gai de pouvoir se rendre compte de ça et de se dire mais tiens voilà. Et là, j'ai besoin de nourrir cette part de moi-même. Je sens que cette part a faim un peu. Elle a envie de prendre la place. Ok, c'est ok quoi. Merci Géraldine, comme d'habitude. Avec fantastique, plaisir. Super, avec notre petit café, notre thé, c'est toujours hyper agréable. Ouais. Et merci de tout cœur. Avec grand plaisir, vraiment, c'est un plaisir. Je vous remercie de tout cœur de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de vous abonner si vous souhaitez recevoir les notifications des prochains épisodes. Et puis si vous avez apprécié cet épisode, ça me ferait vraiment très plaisir que vous me laissiez une bonne note, comme à l'école, 5 étoiles. Et peut-être même un commentaire ou un partage sur les réseaux sociaux. Parce que c'est grâce à vos étoiles, vos commentaires, vos partages que le podcast pourra aider plus de femmes encore et c'est tout ce que je souhaite. Donner ou redonner espoir, se serrer les coudes toutes ensemble, partager nos joies, nos peines et célébrer toutes les princesses et guerrières de ce monde. Si vous désirez vous aussi partager votre histoire, n'hésitez pas à me contacter via le blog Cancer je gère, cancer-je-gère.blog. Il y a des instructions pour le partage de témoignages. Et puis je vous embrasse tous et toutes très très fort. Prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine. Gros bisous.